Faisons connaissance. Qui est Philippe Navarro et pourquoi avoir décidé d'écrire La POC ne roulait pas pour nous autres? Eh bien, moi, je suis analyste économique de métier au gouvernement. Alors, j'ai décidé de faire ce livre-là en regardant beaucoup de matchs de hockey et en me disant qu'il fallait bien que j'applique les techniques macroéconomiques, d'analyse macroéconomique au sport, qui est une chose qui se fait beaucoup en Amérique du Nord en général, mais pas encore pour le hockey. Alors, ça vous a travaillé longtemps pour la rédaction de ce livre-là? Bien, disons que ce livre-là, c'est un peu un ode au subliminal, si on veut, parce que quand je me suis assis pour l'écrire, ça m'a pris 3 mois. Parce qu'en fait, c'est rapide, oui. Puis moi-même, en le relisant, j'étais étonné d'avoir écrit tout ça en ce temps-là. Parce qu'en fait, ce bouquin-là, je l'ai écrit sans m'en rendre compte des années en écoutant le hockey en solitaire. J'écoutais le match, je me disais, ça, faut que je parle de ça, ça, faut que je parle de ça. Si j'écrivais un livre, je l'écrirais comme ça. Alors, quand il est sorti, je savais exactement où je m'en allais, puis j'ai pas improvisé une seconde. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre? Mais on retrouve 3 sections. On retrouve une section sur l'analyse des équipes, donc le jeu offensif, défensif, les taux d'arrêt, les séries, les probabilités de gain et tout ça. Il y a une section qui compare les joueurs, l'importance des joueurs à l'équipe. Donc, il y a une comparaison inter-époque entre les performances passées et celles d'aujourd'hui. Puis à la fin, il y a une section sur le repêchage, puisque le repêchage, dans tous les sports professionnels, du moins où il y en a un, c'est l'outil principal par lequel on monte un club de hockey. On dit qu'entre autres, la défensive gagne des championnats. Il faut le prouver, cependant. Tout à fait. C'est ce qui est intéressant des fois de la recherche comme ça, statistique, c'est que soit des fois on déboulonne des mythes, mais plus souvent qu'autrement, on vient prouver un peu, entre guillemets, des choses que les vrais entraîneurs, les joueurs savent depuis toujours, hein, notamment que la défense gagne des championnats. Et c'est démontré statistiquement sans équivoque. Parler des gardiens de but également, le taux d'efficacité, le pourcentage d'arrêt aussi? Oui, quand on fait une analyse causale au hockey, parce que moi je suis un obsédé de la causalité dans les statistiques, hein, c'est pas tout de trouver des corrélations, encore faut-il qu'elles soient causales, on en vient à la conclusion que le taux d'arrêt est une des statistiques les plus fondamentales de ce sport-là. Et le taux d'arrêt, en fait, quand moi j'ai analysé l'équivalent de peut-être 2-3 millions de lancers au but depuis 1968, on se rend compte en fait que c'est pas attribuable au seul gardien. C'est vraiment une statistique qui est systémique. Puis quand un gardien a 930 de taux d'arrêt, c'est pas nécessairement parce qu'il est un bon... Enfin, il est un bon gardien forcément parce qu'il s'est rendu là, mais c'est beaucoup aussi l'équipe qui est devant lui. Les systèmes de jeu mis en place qui accordent moins de lancers de l'enclave, des choses comme ça. Donc si le taux d'arrêt a augmenté ces dernières années, ces derniers 20 ans, c'est pas seulement à cause des gardiens, c'est à cause des systèmes mis en place. Pourquoi avoir choisi les 44 dernières années de la Ligue nationale de hockey? J'ai commencé en 1968 parce que c'est l'année des premières expansions, ce qui donne une base statistique plus porteuse. Parce qu'en fait, le hockey d'après-guerre, entre les années 50-60, est très intéressant à analyser, mais il y a juste 6 équipes. Puis ça, c'est pas évident avec des corrélations de rang, parce qu'avec 6 clubs, ça vient fausser les statistiques un peu. Difficile de déterminer qui était meilleur versus son époque, Gretzky, par rapport à un gars comme Crosby? C'est pas facile, parce que ce que j'ai réussi à isoler, c'est la production offensive pure. OK? Mais cette production offensive se faisait dans une époque où il n'y avait pas de plafond salarial, où ils pouvaient avoir des meilleurs ailiers, où ils pouvaient avoir des entraîneurs qui leur permettaient de jouer plus à l'attaque, de faire des paris, de gagner des matchs 8-6, ce qui ne se voit plus aujourd'hui. Alors, il y a certaines choses qui demeurent intangibles, mais au moins avec les chiffres pondérés que j'ai faits, ça donne la vraie base sur laquelle les comparer. Qui était le meilleur? Bien, je pense que c'est d'un point de vue offensif pur, je pense que Gretzky et Lemieux sont encore une coche au-dessus des joueurs contemporains. Mais cela dit, Steven Stamkos a probablement un talent de sniper inégalé depuis Phil Esposito et compagnie. La section du repêchage, c'est intéressant aussi, hein? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le repêchage au hockey est très particulier parce qu'on repêche les joueurs très, très, très jeunes. Hein. Contrairement au football ou au basket où ils font de la NCAA puis arrivent dans la ligue des fois à 23, 24 ans. Vous avez un gars comme Aaron Rodgers qui a commencé à lancer sérieusement à 27 ans. C'est toute une autre affaire. Là. Alors, il y a un côté très, très aléatoire au hockey et un bassin relativement limité comparé à d'autres sports, ce qui fait que le taux de réussite est très, très faible passé le 15e choix seulement. En terminant, est-ce qu'il y aura une suite ou encore il y a d'autres idées qui germent à l'intérieur de votre tête éventuellement? Ah ben oui, il y a plein d'idées parce que moi, j'ai gardé ça assez court et punché. Et il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évaluer. J'ai déjà plein d'idées pour faire autre chose. Ça va dépendre évidemment de l'éditeur, les ventes, si tout ça marche bien. Mais effectivement, il y aurait beaucoup de matériel pour faire une suite intéressante.